Dans notre monde, les villes sont de plus en plus grandes et les espaces naturels de plus en plus petits. D'un côté, les villes ont l'air condamnées à grandir parce qu'il y a de plus en plus d'humains sur Terre. Mais de l'autre, l'urgence écologique semble rendre cette évolution intenable. J'ai découvert un historien qui propose de réfléchir autrement à cette situation vertigineuse. Sébastien Marot enseigne à l'école d'architecture de la ville et des territoires de l'université Gustave Eiffel. En 2024, il a publié Prendre la clé des champs, où il explore le lien qui relie depuis des millénaires l'architecture à l'agriculture, et met en avant des pensées alternatives pour retrouver une harmonie entre l'urbain et le rural. Alors, quelle relation entretiennent l'architecture et l'agriculture ? Pourquoi l'urbanisation massive du monde a-t-elle rompu cette relation ? Comment réconcilier les villes et les campagnes ? Sébastien Marot m'a raconté que sa réflexion sur le lien entre l'architecture et l'environnement s'est développée dans les années 2000 aux États-Unis, où il est parti enseigner dans des écoles d'architecture. Quand je suis rentré en France en 2006, en gros, j'étais convaincu lourdement que ces préoccupations environnementales contemporaines, elles étaient de nature à transformer la vocation des disciplines de projet comme l'architecture, l'urbanisme, etc., qui font profession d'aménager nos territoires. Il faut réencastrer l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme dans une histoire plus vaste de l'environnement. C'est comme ça que, rentrant dans notre école à Paris, je leur ai proposé d'enseigner bille en tête en première année des cours d'histoire de l'environnement qui iraient carrément du paléolithique jusqu'à aujourd'hui. C'est un aspect qui m'a étonné en découvrant le travail de Sébastien Marot. Pour lui, comprendre le lien organique entre architecture et environnement réclame de remonter à la préhistoire, au moment de ce qu'on appelle la révolution néolithique. Ce que les historiens appellent la révolution néolithique, c'est qui date, disons, commence à se manifester il y a 10 ou 12 000 ans dans plusieurs endroits du monde. Et ça se produit quand des populations humaines, qui étaient jusqu'alors plutôt chasseuses-cueilleuses, commencent à domestiquer localement des plantes et des animaux, et du coup à se domestiquer elles-mêmes ces populations dans des constructions, dans des édifices, dans des villages de plus en plus pérennes, et donc à faire de l'architecture. De l'architecture dans des villages de plus en plus, un peu plus concentrés, comme ça, plus stables, plus permanents, autrement dit. Donc on voit bien que dès ce moment-là, eh bien, l'architecture et l'agriculture, sans qu'on puisse dire quelle est la poule et l'œuf dans cette affaire, apparaissent simultanément, et on peut donc les décrire comme des sortes de sœurs jumelles de notre histoire. Il y a donc une coévolution, déjà, de l'agriculture et de l'architecture. Le premier grand bouleversement se situe donc au néolithique, quand architecture et agriculture naissent ensemble. Le second, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle. Pour saisir ce que ce moment change dans le lien entre ville et campagne, Sébastien Marot s'appuie sur un concept de Karl Marx, la rupture métabolique. Grâce à ce concept, Marx saisit la manière dont le capitalisme provoque la crise écologique. Marx utilise cette expression, mais il l'emprunte. Il l'emprunte à un très grand biologiste allemand, qui s'appelle Justus von Liebig, qui, dès le milieu du XIXe siècle, écrit plusieurs livres dans lesquels il se désole, au fond, de ce que cet éloignement entre les villes et les productions nourricières fasse que toutes ces productions nourricières et leur population convergent vers les villes, mais que les résidus, les déchets humains de l'utilisation humaine et urbaine de toutes ces productions ne retournent pas vers les campagnes pour fertiliser leurs champs, etc. En tirant la chasse d'eau, nos déjections disparaissent dans l'eau potable loin de nos regards. Alors que l'accès à l'eau devient de plus en plus problématique et que 81% des habitants de la planète vivent aujourd'hui en ville, n'est-ce pas le moment de reconsidérer ces matières et les gisements que constituent les villes? Et en tant qu'habitants des zones urbaines, passer du statut de consommateur qui pompe sur les ressources
à celui de producteur de matières précieuses. L'éloignement de beaucoup d'individus des espaces nourriciers qui servaient à leur économie de subsistance et des villes, cet éloignement, il va, introduire une sorte de trouble dans la symbiotique entre architecture et agriculture. Quand je vous disais qu'on est passé d'une économie de subsistance à une économie de marché, ça veut dire qu'on a été de moins en moins capable de subvenir soi-même à ses besoins pour se nourrir et pour habiter. L'immeuble à loyer, c'est le passage de l'habitation elle-même à un produit du marché, quoi. Donc l'architecture, comme l'agriculture, du reste, au moment où l'agriculture se consacre de plus en plus à l'économie de marché, l'architecture va participer à cette vaste émergence des cités, lesquelles vont se développer énormément, vont croître énormément en recourant de plus en plus à l'extractivisme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, petit à petit, on ne va plus construire, alors surtout au XXe siècle, que grâce à du béton, à de l'acier, qui sont pas des ressources au sens propre d'ailleurs. Il faut faire bien attention quand on utilise le mot ressource. Parce qu'une ressource au sens propre, c'est une production qui est capable de ressurgir. Si vous démolissez un bâtiment qui est fait en béton, vous n'allez pas récupérer l'essentiel de ce que vous avez démoli. Donc, ce qu'a amené la révolution industrielle, c'est un extractivisme de plus en plus important, de ressources qui n'en sont pas vraiment en ce sens, mais qui jusqu'à présent ont permis cette croissance énorme. D'urbanisme, il a beaucoup été question. D'urbanisme, vous avez beaucoup entendu parler. D'urbanisme, vous entendrez encore beaucoup parler, tant sont importants les problèmes que posent l'aménagement et l'organisation des cités. La révolution industrielle a donc complètement changé le rapport entre ville et campagne. Les humains se regroupent massivement dans des villes et l'espace urbain devient de plus en plus vorace. Pour Sébastien Marot, cette trajectoire rend nécessaire une désurbanisation du monde. D'abord, le concept d'urbanisme qu'on utilise tous partout, c'est un concept assez récent, qui date en fait du tournant du 19e et du 20e siècle, et qui émerge pour faire naître une discipline qui prendrait soin de l'extension absolument drastique des villes emmenées par l'exode rural et par l'industrialisation des villes. Donc, l'urbanisme ne désigne pas tant l'art de créer des villes que l'art de gérer leur formidable extension. Quelle que soit la situation géographique de la cité, le processus de développement est le même. À l'intérieur du périmètre urbain s'établissent maisons basses et jardins, bientôt remplacés par des immeubles de plus en plus hauts, enfermant une population toujours plus grande. Puis, des immeubles apparaissent en bordure immédiate de la ville, groupe d'immeubles à forte densité d'habitation. En quoi est-ce que la désurbanisation du monde, elle vous semble aujourd'hui incontournable à l'heure où il y a 8 milliards d'êtres humains, dont la plupart vivent en ville, et quand on connaît l'empreinte écologique des métropoles de plus en plus grandes? Alors ça peut paraître être une hypothèse très dingue de dire une chose pareille, puisque, comme je vous disais, l'ONU nous dit on est 55% d'urbains, et on sera 65% en 2050. En France, c'est 80% des gens qui sont d'après les statistiques de l'ONU, des urbains. D'un autre côté, vous pouvez pas éviter la conviction contraire, quelque part, que la poursuite et l'accroissement encore de cette urbanisation sont impossibles. C'est impossible que ça se poursuive comme ça. Donc le problème, c'est le suivant, c'est comment gérer intellectuellement une évolution qui paraît à la fois inévitable et impossible. Cette évolution est inévitable parce que la croissance des villes semble inarrêtable, mais elle est aussi impossible parce qu'elle participe à la catastrophe écologique en cours.
À ce moment-là, Sébastien Marot opère une bascule dans sa réflexion. Jusqu'ici, l'architecture a accompagné le développement tentaculaire des villes. Mais d'autres manières de penser l'architecture peuvent aussi nourrir des modèles pour changer de trajectoire. Je voudrais surtout, pour expliquer tout l'intérêt de tout ça, faire référence à un tout jeune architecte dans les années qui publie en 1972 un très grand article dans une revue très fameuse pour les architectes au Royaume-Uni qui s'appelle Architectural Design. Ce tout jeune architecte, dont je n'avais jamais entendu le nom, s'appelle Colin Moorcraft. Il a 25 ans à l'époque. En gros, il dit il faut imaginer des techniques, des technologies, des machines, des habitats, des jardins, des choses comme ça, qui aient 3 vertus essentielles. Le premier, il l'appelle l'intégrité ou l'intégration. Il dit ça doit être des machines, des systèmes, etc., qui minimisent les intrants et les extrants, c'est-à-dire qui favorisent le recyclage le plus permanent possible, etc. La deuxième vertu essentielle à ses yeux, des technologies post-industrielles, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que ça doit être des choses, des machines éventuellement, etc., qui sont concevables, réalisables, adaptables et réparables par leurs utilisateurs eux-mêmes, dans un rayon local raisonnable de collaboration, etc. Le troisième principe pour Moorcraft d'une technologie post-industrielle, c'est la coopération. En disant, il doit s'agir de situations où chaque élément remplit plusieurs fonctions, et pas juste une seule, et où chaque fonction est assurée par plusieurs éléments, et non pas un seul. Un exemple intéressant de ce point de vue, qui met aussi en œuvre ce que vient de décrire Moorcraft, en France, c'est par exemple l'atelier paysan. L'atelier paysan qui, depuis une vingtaine d'années, en France, réunit des paysans déjà établis ou des gens qui veulent s'établir comme paysans pour essayer de les aider à les former, disons, aux techniques du bois et du métal, en gros, pour faire en sorte qu'ils soient capables, justement, de construire, concevoir, réparer, adapter leurs propres machines et ne pas dépendre, pour ça, de grosses technologies qui leur dicteraient la façon dont ils doivent opérer. Quand les agriculteurs fabriquent leurs machines, créée en 2009 à Renage en Isère, l'Atelier Paysan est une coopérative qui permet aux paysans de créer des outils et des machines adaptés à chaque exploitation. Après une reconversion, Léo est devenu maraîcher. Pas bricoleur pour un sou, le jeune homme vient ici pour se fabriquer sa propre machine, imaginée par d'autres paysans. Maintenant, l'atelier paysan les forme aussi à concevoir leurs propres bâtiments. Bâtiments de ferme, notamment, etc., de faire en sorte qu'ils puissent les réparer, qu'ils puissent les fabriquer, qu'ils puissent faire tout ça, quoi. Les principes de l'architecte Colin Moorcraft permettent d'incarner concrètement l'idée de la désurbanisation, notamment parce qu'ils irriguent une pensée dont Sébastien Marot fait le cœur de cette transition, la permaculture. David Holmgren, c'est un des 2 cofondateurs de la permaculture, avec Bill Mollison, un autre Australien comme lui, mais plus âgé, qui ont publié donc un livre qui s'appelle Permaculture en 1978 pour décrire une agriculture permanente. Ça veut dire une agriculture absolument différente de l'agriculture industrielle. Et qui consiste globalement à s'appuyer sur les processus naturels, en fait, et à les faire fructifier, finalement. C'est ça. À faire fructifier les choses naturelles, à procéder localement, lentement, voyez, etc. Et une notion centrale pour vous, que vous empruntez à David Holmgren également, c'est celle de descente énergétique. Alors qu'est-ce que ça signifie et en quoi c'est justement une des données fondamentales qui va jouer sur ce rapport de l'habité et de l'agriculture? Alors, là encore, David Holmgren emprunte cette notion de descente énergétique à un grand biologiste et spécialiste des questions environnementales qui est Howard Odum,
qui publie en 1971 Environment, Power and Society, et dans lequel il explique déjà en 71 qu'il faut s'attendre à une diminution des énergies disponibles. Alors, il peut pas dire exactement quand, mais enfin, de toute façon, ça va se produire, et ça va changer du tout au tout les modes d'organisation dans lesquels nous vivons. Ça change tout à tout parce que non seulement ça ne permet plus, normalement, de faire des activités industrielles urbanisées comme elles l'ont été, mais ça ne permet pas non plus à l'agriculture industrielle de poursuivre sa logique à partir de l'exploitation, vous voyez, d'énergie et de matériaux, etc. Donc ça doit tout changer. Et puis alors, il y a eu des villes, parce que ça, on sait qu'il y a eu des tas de villes, comme la ville de Détroit, quand l'industrie automobile s'est effondrée plus ou moins là-bas, on a diminué drastiquement, cette vaste ville américaine, elle a vu des tas d'endroits être transformés en jardins ouvriers ou en jardins collectifs, comme ça. In most of all population, 9 billion people, 70% of which live in cities. We're going to need to grow food closer to where those people live. Food travels about 1,500 miles on average from the place it's grown to where it's consumed. And so the impact on the environment is tremendous. L'exemple de Détroit illustre une logique de désurbanisation que j'aime bien, parce qu'on peut quitter les villes pour aller à la campagne, mais aussi, comme dans le cas de Détroit, ruraliser la ville depuis l'intérieur. Et cette question en particulier était creusée par la géographe Flaminia Padeu, qui a écrit un ouvrage passionnant, Sous les pavés la terre, où elle montre que les potagers urbains n'ont rien d'initiative anecdotique, mais constituent de réels espaces politiques. J'aimerais justement essayer de réfléchir à cette idée que finalement le jardinage, c'est aussi quelque chose de politique. C'est un espace de transformation de nos relations avec la terre, avec les fruits de la terre et avec le territoire. Finalement, à travers cet espace du jardin, on peut réfléchir à la façon dont on partage le foncier, dont on cultive le sol, dont on se nourrit, ce qui a évidemment des implications tentaculaires sur nos modèles économiques, sociaux et écologiques. Mais pour défendre en fait un nouveau modèle urbain avec plus de jardins, mais aussi un nouveau modèle agricole, ça nécessite une action collective forte, de s'inscrire dans des rapports de pouvoir pour regagner l'accès à une ressource qui est âprement convoitée, qu'on soit en ville ou à la campagne, et qui est la terre. Ce qui est étonnant, c'est qu'on réalise que la permaculture fonctionne selon des principes similaires à ceux édictés il y a 2000 ans par Vitruve, dans son célèbre traité qui a posé les bases de toute la pensée architecturale de l'Occident. Vitruve y affirme qu'un édifice doit combiner 3 qualités essentielles, la solidité, la commodité et la beauté. Dans les textes de David Holmgren, quand il définit la permaculture, on voit très bien que 3 grands principes qu'il n'évoque pas directement, mais qui sont fondamentaux en permaculture, c'est correspondant à ce que Vitruve appelle la commodité ou l'utilité, c'est l'économie des efforts et de l'énergie. Pour ce qui est de la solidité, d'après Vitruve, on trouve dans la permaculture le concept fondamental de résilience. Ce qu'il faut qu'on fasse, il faut que ce soit résilient. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit immobile, voyez, solide au point d'être inchangeable. Il faut que ce soit résilient, que ça permette voyez, de se renouveler. Ce qui est une autre approche de la solidité, qui n'est pas le béton armé, mais la solidité dans quelque chose de plus vivant, de plus durable. Voilà. Et puis enfin, pour ce qui est de la beauté ou de la vénustas, chez les permaculteurs, on trouve davantage la question justement de faire des choses cohérentes qui respectent le métabolisme, quelque part, d'un écosystème, qui ménage un monde, quitte à ce que ce monde évolue, tourne, voyez, avec le temps. Ces principes fondateurs de l'architecture édictés il y a à peu près 2 millénaires par Vitruve, finalement, il reste des boussoles dans notre monde. Oui, ça reste fondamental. Ces boussoles, comme vous les appelez, ça reste fondamental. On est tous pris dans un paradoxe. L'urbanisation massive de notre monde semble à la fois inéluctable, tout en étant écologiquement insoutenable.
Sébastien Marot nous permet d'éclairer autrement ce paradoxe écrasant. Il rappelle qu'il existe une relation symbiotique entre ville et campagne et qu'elle a été rompue au moment de la révolution industrielle. Mais il nous montre aussi que l'architecture offre des ressources pour imaginer autrement notre manière de construire, et donc de vivre dans un monde à la fois plus solide, plus beau et plus durable. Mardi 2 juin, l'équipe des Idées Larges vous invite à participer à un enregistrement en public à la Gaîté Lyrique. Laura Rem recevra la philosophe albanaise Léa Hippie pour répondre à la question « Un libéralisme égalitaire est-il possible ?» Rendez-vous sur le site de la Gaîté Lyrique pour réserver votre place.